Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, d'abord une interrogation. Quels sont les enjeux du procès Hissène Habré pour la justice africaine? Ce procès se veut exemplaire pour la lutte contre l'impunité, mais nous verrons que de nombreuses questions subsistent, notamment au sujet de la crédibilité de la Cour spéciale. Conférence internationale sur l'extrémisme et la déradicalisation en Algérie. L'événement se tient ce mercredi et ce jeudi et permettra de faire l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme. Et visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun le 29 juillet prochain. Le chef d'État et son homologue camerounais Paul Biya s'entretiendront sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays voisins. Mais avant de développer ces titres, les experts de l'Union africaine sont arrivés au Burundi. Le déploiement de ces derniers, mandatés par le Conseil de paix et de sécurité en juin dernier, a débuté ce mercredi avec un mois de retard. Ils ont pour mission de vérifier le désarmement des populations civiles et constater d'éventuelles violations des droits de l'homme. Test grandeur nature pour la justice du continent. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré qui se tient au Sénégal est une grande première. L'ajournement des audiences au deuxième jour du procès soulève de nombreuses interrogations sur les capacités de l'Afrique à juger ses anciens chefs d'État. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Pour la première fois, l'Afrique abrite le procès d'un ancien président poursuivi pour différents chefs d'accusation. Le continent amorce cette nouvelle ère avec le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré, ouvert le lundi 20 juillet 2015 à Dakar. La procédure fait face encore à quelques obstacles qui ne relèvent pas de l'incapacité de la Cour mise en place à cet effet. Ce procès ouvre en outre une nouvelle ère sur le continent. L'Afrique démontre qu'elle a désormais les moyens de juger ses anciens dirigeants. C'est des expériences assez inédites qui ne sont pas encore totalement parfaite. Mais nous saluons aujourd'hui le fait que les Africains eux-mêmes prennent la volonté de juger leurs propres dirigeants sur le continent. Donc c'est tout à fait naturel qu'on puisse assister à quelques manquements qui ne sont pas de nature pour le moment à dire, par exemple, ne garantit pas le droit à un procès équitable. Ce procès est le premier d'un ancien chef d'État en Afrique. La détermination des différentes parties, excepté celle de la défense, sont autant de signes que le continent est bien sur la bonne voie. Selon des analystes, l'ajournement de ce procès intervenu ce mardi 21 juillet n'est en rien la preuve d'une quelconque incapacité du continent à juger ses anciens présidents. Ça n'a rien à voir avec la capacité ou non de l'Afrique d'organiser le procès d'un ancien chef d'État. Dans tous les tribunaux du type, les accusés décident régulièrement, ou souvent en tout cas, de garder le silence dans une stratégie de défense, de ne pas reconnaître le tribunal pour finalement revenir à de meilleurs sentiments. On l'a vu sur le cas Milosevic, on l'a vu avec Gbagbo, on l'a vu avec Charles Taylor, mais ça ne remet pas en cause la qualité parce que les parties prenantes sont là, les juges sont compétents. Hissène Habré, en détention au Sénégal depuis 2 ans, ne reconnaît pas la juridiction chargée d'organiser son procès ni dans sa légalité ni dans sa légitimité selon ses avocats. Son procès a été ajourné jusqu'au 7 septembre 2015, le temps pour des avocats commis d'office pour sa défense de prendre connaissance du dossier. 4000 victimes se sont constituées partie civile et attendent depuis longtemps l'ouverture de ce procès. Les travaux de la conférence internationale sur la lutte contre l'extrémisme et la déradicalisation ont débuté ce mercredi à Alger, en Algérie. Les travaux de la conférence, qui s'étalent sur 2 jours, visent à identifier les défis communs à relever dans ces domaines, notamment face à la montée des attaques terroristes dans le monde. Il s'agira aussi d'identifier les actions susceptibles de constituer des pistes de coopération au sein du système des Nations Unies ou du Forum global de lutte contre le terrorisme. Écoutons les précisions de Chadli Boufaroua, directeur de la chaîne 3 Radio Nationale. La conférence internationale qui se tient depuis ce matin à Alger est l'idée des Nations Unies confiée à l'Algérie et sont réunis donc depuis ce matin à peu près des représentants de 50 pays, aussi bien d'ailleurs fonctionnaires que organisations de la société civile. Alors l'intérêt de cette conférence, c'est de transmettre
de transférer l'expérience algérienne extrêmement riche qui lui a permis de vaincre le terrorisme et donc d'en faire un exemple dont pourraient profiter très largement des pays qui sont touchés par ce fléau. Je pense au Kenya et au Nigeria principalement, mais également dans d'autres pays. Et tous les participants que nous avons rencontrés ce matin mettent en relief cette expérience qui a deux éléments clés. La première, c'est forcément, et dès le début, la lutte avec les forces de sécurité de manière par conséquent militaire, action qui ne peut pas attendre, et d'autre part, des initiatives qui concernent la société civile, mais qui concernent également des terroristes qui seraient égarés et qui pourraient revenir dans la société civile à travers ce que l'on a appelé la main tendue et la réconciliation nationale, qui est quelque chose qui a été adopté et approuvé par référendum ici en Algérie. Dans l'actualité également, l'AMISOM reprend la ville stratégique de Bardéré en Somalie. Les soldats éthiopiens de la mission de l'Union africaine en Somalie et l'armée somalienne ont lancé l'offensive mercredi 15 juillet et 3 jours durant et épaulée par des moyens aériens importants. La force onusienne a bombardé la ville, mettant ainsi fin à 7 années d'occupation des miliciens Chebab. Notons que Bardéré était à la fois une base d'entraînement et un carrefour commercial important pour les miliciens. C'est notamment de cette ville que les islamistes planifiaient leur action en territoire kényan. Coopération régionale. Le Cameroun et le Nigeria ambitionnent de renforcer leurs relations économiques et commerciales. Le 29 juillet prochain, date à laquelle le président nigérian Muhammadu Buhari se rendra au Cameroun, ce volet stratégique devra être au centre des discussions. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. Le Cameroun et le Nigeria souhaitent renforcer leur coopération économique. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le 29 juillet 2015. Invité par son homologue camerounais Paul Biya, le chef de l'État nigérien compte, au-delà de la coopération sécuritaire, aborder la question de la coopération économique. La visite du président Buhari au Cameroun va permettre de renforcer des liens économiques qui sont déjà assez intenses entre le Cameroun et le Nigeria. Sur le plan commercial, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre le Niger et le Cameroun. Maintenant, au niveau des aires d'investissement, on note une présence nigériane au Cameroun sur le plan bancaire, avec notamment UBA et EcoBank. Et aussi, l'homme le plus riche du continent, M. Dangote, est en train d'investir massivement au Cameroun, notamment dans la cimenterie. Il y a déjà une cimenterie Dangote qui est opérationnelle, une deuxième est annoncée. Donc, je pense que cette visite permettra de renforcer ces liens-là. Le Nigeria a en effet été longtemps un partenaire commercial important pour le Cameroun. En 2012, le Nigeria était le plus grand fournisseur du Cameroun avec 17,8% des importations. Et l'accord commercial du 11 avril 2014 permet à tous les produits camerounais d'accéder au marché nigérien. La situation a commencé à se dégrader avec les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui compliquaient les échanges au niveau des frontières. Les frontières entre les deux pays se sont vues à un moment donné fermées parce qu'il était difficile pour les différents pays de faire remonter l'activité économique en direction des deux pays. Et donc, il faut aujourd'hui renforcer la sécurité aux frontières pour que les deux pays puissent reprendre le chemin de l'activité économique, des échanges commerciaux, mais de renforcer les liens aussi au niveau économique et commercial entre ces deux pays. Le renforcement des liens commerciaux est donc indispensable pour ces deux pays qui partagent une frontière longue de plus de 1600 km. Une fois la sécurité rétablie, le Cameroun pourra accroître ses exportations vers le Nigeria, à savoir les produits agricoles et agro-industriels, tandis que le Cameroun pourra importer du Nigeria des produits tels que les hydrocarbures, les véhicules, les produits cosmétiques et autres. L'expropriation des terres agricoles fait actuellement débat au Burkina Faso. En ces périodes de tensions alimentaires et de dérèglement climatique, c'est bien l'agriculture qui semble être l'investissement le plus prometteur. Les petits producteurs sont toutefois lésés. Wadiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso, nous explique pourquoi. Le Burkina Faso est un pays agricole.
Plus de 80% de ces 18 millions d'habitants vivent de l'agriculture. Mais de nos jours, les paysans sont confrontés à une autre difficulté, l'accaparement des terres. Au Burkina Faso, en 2013, près de 6 millions d'hectares de terrain ont été vendus. 95% de ces terres sont détenues par les sociétés minières, ce qui pose, selon des chercheurs, un problème de sécurité alimentaire. L'expérience qu'on vit actuellement montre que ceux qui achètent des terres à grande échelle ne sont pas capables de produire parce que justement, ce ne sont pas des professionnels. Ils ne maîtrisent pas l'activité agricole, ils n'ont pas la maîtrise de l'eau. Si vous prenez le Ziro, où la nappe phréatique est très aléatoire, où il y a beaucoup de forages négatifs, ceux qui ont acquis des dizaines, voire des centaines d'hectares réalisent des rendements moindres que les paysans. Le Burkina Faso dispose depuis 2009 d'une loi sur le foncier rural. 6 ans après son adoption, son application peine à être effective. Sur plus de 300 communes que compte le pays, elle n'est en vigueur que dans 45 municipalités. Et selon l'Association des journalistes et communicateurs agricoles, l'État doit en faire une priorité pour la protection des petits agriculteurs. Grâce donc à ce que je cherche à la contribution des États-Unis d'Amérique à travers le programme MCC, Millennium Challenge Corporation, et cela a permis donc de mettre en œuvre cette loi dans les 45 communes. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, l'État doit en faire une priorité. Donc faire du foncier, la sécurisation foncière donc en milieu rural une priorité, ce qui veut dire d'accorder des ressources considérables dans ce sens pour permettre donc à tout un chacun d'avoir au moins la garantie de la terre qu'il exploite, ça veut dire à travers permettre aux populations, à chaque famille, à chaque individu d'avoir en tout cas un document qui atteste soit en tout cas de sa situation, qui clarifie sa situation et qui le sécurise donc dans ses droits fonciers, que ce soit à titre donc de propriété ou à titre de location ou de prêt. Selon des études récentes, cet accaparement des terres au Burkina plonge 45% des familles agricoles, soit plus de 1,3 million de ménages agricoles dans une insécurité alimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.